diagnostic. Ce diagnostic-là, on l'a bien fait, je crois. On l'a fait avec exactitude, et on l'a fait avec tellement d'exactitude que personne n'a jamais contesté aucun des chiffres. Et ce qu'on a compris, c'est que c'est un phénomène qui était complexe. C'est un phénomène qui nous mettait en cause plusieurs réalités. La réalité d'un glissement réel d'une partie de la population vers la langue anglaise, la réalité que la majorité des nouveaux arrivants ont tendance à aller d'une façon beaucoup plus importante du côté de la langue anglaise et de la culture anglaise, plutôt que de s'inscrire dans la réalité de la majorité francophone que nous sommes au Québec. Et dans les chiffres, tout à coup, les tableaux sont évidents. Pourquoi cela se passe? Voilà ce qu'on a expliqué dans notre diagnostic. À partir de là, il s'agissait de commencer à dire, mais qu'allons-nous faire? Et là, la réécriture de la loi 101 devient extraordinairement importante. Parce que cette réécriture va permettre de redonner à l'outil fabuleux qu'a été la loi 101 au moment où Camille Lorrain l'a créé. C'était considérable cet apport-là. C'est ce qui a fait que le français est encore aussi vivant au Québec. Vraiment, moi je salue toujours, à chaque fois profondément, Camille Lorrain et l'intelligence et la beauté de sa loi. Parce que c'était une loi mesurée, intelligente, et au moment où il l'a créée, peut-être même plus forte que celle qui a été adoptée, mais il n'empêche. C'est admirable qu'il ait fait cela. Mais maintenant, après 35 ans, il est drôlement temps qu'on reprenne la loi 101 et qu'on lui redonne de sa vigueur, tout en lui préservant l'esprit d'équilibre et l'intelligence que Camille Lorrain lui avait donné à l'origine. Et voilà. Alors, vous connaissez la loi 101, on la connaît tous, mais dans le fond, comme toutes les lois, on les connaît sans savoir avec précision qu'est-ce que les articles disent, quelles sont les parties. Alors, je vais essayer de vous faire d'une façon la plus agréable possible un petit parcours pédagogique de ce qu'on a modifié, ce que j'ai apporté dans la nouvelle version de la loi 101 qui a été déposée ce printemps à l'Assemblée nationale, qui est le projet de loi numéro 593, qui s'appelle la nouvelle charte de la langue française du Québec. Cette loi-là, je l'ai déposée comme député indépendant pour deux raisons. La première, c'est que je ne souhaitais pas entrer dans un débat à l'intérieur du Parti québécois sur les paramètres et les modifications que j'y ai apportées. Je craignais qu'il y ait des débats sans fin sur ce qui m'apparaissait tout à fait normal d'inclure dans une loi. Et par ailleurs, je vous signale que cette loi-là n'est pas une loi, disons, exagérée. Ce n'est pas une loi vindicative. Au contraire, c'est une loi qui essaie de répondre à la réalité. Première chose. Et deuxième chose, il me semble qu'après l'avoir déposé, ça veut dire que si le Parti québécois, ou ce que je souhaite, un front commun prend le pouvoir aux prochaines élections et chasse Charest et sa bande de ripoux, eh bien, ce gouvernement qui prendra le pouvoir aura dans les mains un outil immédiatement déposable à l'Assemblée nationale. Évidemment, on y apportera des modifications, il y aura une commission parlementaire, il y aura des améliorations, des changements, et c'est tant mieux. Mais au moins, l'outil est là. Il s'appelle le projet de loi 593, il est au feuilleton, il fait partie de notre besace commune. Et moi, ce que je souhaite, c'est que dans les 10 premiers jours de la prise de possession, on dépose ce projet de loi-là. Maintenant, alors que contient-il de ci? Et je dois dire que dans toutes les conversations que j'ai eues avec Mme Marois, je pense que si elle avait su avec précision ce que le projet de loi contenait, elle aurait été heureuse de le déposer elle-même. Et je vous le dis, ce projet de loi-là, il est basé aussi en très grande partie sur ce que contiennent déjà les programmes de Québec solidaire, d'Option nationale et du Parti québécois. On a repris à peu près une très grande majorité de ce qui a déjà été, ce à quoi ont déjà acquiescé les membres des différents partis. C'est donc pas, ça n'émane pas d'un ciel, je ne sais pas comment dire. Le ciel. Ça n'est pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel, c'est pas de droit divin. C'est basé sur ce que les femmes et les hommes du Québec souhaitent. Bon, alors, soyons brefs, le premier article, le français est la langue officielle du Québec. On rajoute dans ce projet de loi-là, dans la nouvelle charte,
que c'est aussi la langue commune. Parce que ce n'est pas inscrit dans la charte. C'est important que ça soit inscrit. Ça, on prend ça pour une réalité, mais écrivons-le. C'est comme le reste. C'est comme ce qu'on est, ce qui nous constitue. Je rêve du jour où on va écrire sur le papier ce que nous sommes, de quoi nous sommes constitués. Je souhaite qu'il y ait l'écriture d'une constitution et qu'on y définisse le système. Et je suis assez républicain pour ma part aussi. Bref, mais là, je m'écarte, c'est une... Deuxième, la loi est faite, comprend plusieurs parties. Je vais vous nommer les parties. Chacune des parties, vous en connaissez l'usage, l'application des articles qui contiennent. Donc, je vais juste vous parler de ce qui est ajouté, dans la mesure, parce que ce qui est ajouté répond à, je crois, au problème. Deuxième partie de la loi, l'article 2, ce sont les principes fondamentaux. Bon, les principes fondamentaux, on vit, on travaille, on aime, ils disent pas on aime, mais dans le fond, moi je le dis, on aime, on fait tout, on vit en français au Québec, c'est ce que les principes fondamentaux disent. L'État s'exprime en français, donc c'est la déclinaison de la langue officielle du français dans ces principes. On a rajouté 3 principes. Le premier, c'est d'écrire comme un principe fondamental la reconnaissance des droits de la minorité, mais non pas la minorité historique, comme disait Mario tantôt, la minorité de langue maternelle anglaise. Et cette différence-là entre la minorité historique et la minorité de langue maternelle, elle est devenue extrêmement importante. C'est pas jouer avec les mots. C'est dire les droits qui sont reconnus à notre minorité, ce sont des droits qui appartiennent aux personnes dont la langue maternelle est l'anglais, et non pas dont la langue d'usage est l'anglais. Vous voyez tout de suite la différence. Langue maternelle, c'est des droits historiques, effectivement, mais des droits acquis, incontestables. Langue d'usage, c'est tous ceux qui adoptent la langue anglaise comme étant leur langue d'usage, leur langue de vie commune. Et la différence est gigantesque, et si on y prend garde, et actuellement on n'y prend pas garde, on est en train de glisser de l'une à l'autre. On confère des droits à des gens parce qu'ils s'expriment en anglais, alors qu'on a conféré historiquement et depuis toujours, et respectueusement, René Lévesque et tout le monde, des droits aux gens dont l'anglais est la langue maternelle. Et ça, on l'inscrit comme un principe fondamental. 2 autres principes fondamentaux qu'on a ajoutés, c'est que la charte, maintenant, elle est supra-législative. Ça veut dire qu'après son adoption, il n'y a pas de loi qui vont pouvoir venir défaire ce que sont les principes fondamentaux de la charte de la langue française. C'est important. L'autre article, c'est encore plus liant, c'est de faire de la charte une charte quasi-constitutionnelle, c'est-à-dire que pour modifier les principes ou les principes, les articles de cette charte-là, ça va prendre les 2/3 de l'Assemblée nationale. Là, les 2/3 de l'Assemblée nationale, dans notre mode de scrutin actuel et même dans d'autres modes de scrutin, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait entre les partis, des partis qui s'opposent politiquement, il faut qu'il y ait un accord de telle sorte que tout le monde, qu'il y ait les 2/3 des députés qui soient d'accord. Voilà pour les principes fondamentaux. La langue de l'administration publique. Vous le savez, en principe, pas en principe, et en pratique, au Québec, l'administration publique s'exprime en français. Elle s'exprime en français, mais dans l'application de cela, il y a des exceptions. Puis parmi les exceptions importantes, il y a le fait que quand les gens arrivent au Québec, s'ils connaissent quelques mots d'une autre langue que le français, en fait, s'ils connaissent quelques mots d'anglais, quasi automatiquement, ils vont recevoir l'ensemble de leur documentation de l'État dans la langue anglaise. C'est vrai à la Régie de l'assurance maladie, c'est vrai Société de l'assurance automobile, c'est vrai de partout. C'est le premier lien qu'ils ont avec l'administration, ce sont évidemment des services, et ces services-là, les gens sont inscrits dans une catégorie française ou anglaise. Et à partir du moment où on les inscrit en anglais, pour le reste de leur vie, ils vont recevoir toute correspondance écrite de la part de l'administration publique en anglais. Nous, on veut inverser, changer ça. Que la langue dans laquelle ils recevront tout document de l'administration publique, ce soit d'abord le français. Pour envoyer un signal clair que la langue d'usage, la langue commune, la langue officielle, c'est le français. Bien sûr, il ne s'agit pas de créer des embarras pour des gens qui viennent chez nous et qu'on accueille. Donc, il y aura un service d'explication des documents. Mais d'abord et avant tout, qu'ils reçoivent l'ensemble des documents officiels en français.